Aujourd'hui, tu peux avoir 10 000 € sur ton compte et pourtant ne plus avoir le droit de les dépenser. Pas parce que ton compte est vide, pas parce que ta banque est en panne, mais parce que le paiement que tu veux effectuer ne respecte pas une règle inscrite dans le système. La Banque centrale européenne affirme que l'euro numérique ne sera pas programmable. Pourtant, elle confirme elle-même que l'infrastructure pourra exécuter des paiements conditionnels. Et d'ailleurs, dans le monde, des monnaies numériques de banque centrale ont déjà été distribuées avec une date d'expiration. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est réellement l'euro numérique, où en est le projet, les 5 risques majeurs pour ta souveraineté et surtout les solutions légales qui ne permettent de ne pas dépendre d'un seul système. On va déjà commencer par la base parce qu'aujourd'hui, la majorité de l'argent, en fait, elle est déjà numérique. Aujourd'hui, toi, ton compte bancaire, c'est juste une créance, en fait, que tu as avec ta banque commerciale. Voilà. Et aujourd'hui, l'euro numérique, lui, il sera plutôt une forme électronique de monnaie et il sera délivré justement par la banque centrale. Donc à terme, l'objectif pour l'Europe, ça sera d'avoir 3 formes et 3 natures de monnaie. Donc premièrement, on va avoir le cash, deuxièmement, les créances bancaires et troisièmement, l'euro numérique. Au niveau du cash, ben, tout le monde connaît le cash, hein, monnaie de banque centrale, en physique, voilà, te permet de transmettre de la valeur en fait sans autorisation. Après, les créances bancaires, donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Une monnaie dans la banque avec des lignes de code en fait et une créance en fait. Monsieur X a tant et tant dans cette banque-là, la banque lui doit tant et tant. Et dans le futur, l'objectif de l'Europe, ça sera d'avoir un euro numérique en fait. Donc ça sera une monnaie pardon, émise par la Banque centrale européenne. Ça sera électronique et ça sera distribué par la banque, mais dans des portefeuilles type sur des téléphones portables en fait. Aujourd'hui, le billet, lui, il demande aucune autorisation. Par contre, une infrastructure numérique, elle peut demander des conditions avant de vous laisser accéder à votre argent. Par exemple, première condition qu'elle va vérifier déjà, c'est de vérifier le portefeuille, vérifier le montant, vérifier le bénéficiaire. C'est-à-dire que souvent, quand c'est dans un pays étranger, on n'a pas la possibilité de faire un virement. Il faut appeler sa banque, faire le nécessaire. Et après, vérifier les obligations réglementaires. Si une condition elle manque en temps normal, le paiement il est bloqué, sous couvert de sécurité. Donc au niveau de l'état du projet actuellement sur l'euro numérique, ce n'est pas une rumeur et ce n'est pas non plus pour la semaine prochaine, mais il faut quand même s'y préparer. Donc en gros, il y a une phase pilote qui est prévue en 2027 et normalement le lancement final, ça sera en 2029. Et en fait, cette monnaie numérique, elle a été lancée sous couvert de souveraineté en fait. Donc en fait, les arguments de l'Europe, c'est déjà de sortir du visa, du service Visa Mastercard. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la majorité des modérateurs de paiement, ils sont pas européens, du coup, ils sont plutôt américains, donc Visa et Mastercard. C'est aussi un objectif pour eux de répondre aux stablecoins. Donc, les États-Unis ont décidé de passer pour ce qui pourrait s'apparenter à des monnaies numériques. Ça ne va pas du tout être la même chose. Je ferai une vidéo dessus pour expliquer la différence. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mais en gros, les États-Unis ont créé le Genius Act en 2025 et c'est ce qui donnait la gestion des stablecoins par des sociétés indépendantes américaines. Voilà. Et il y a aussi l'autonomie stratégique, donc c'est aussi l'un de leurs arguments. L'autonomie stratégique, donc des moyens de paiement qui ne dépendent pas d'une entreprise étrangère ni d'une devise étrangère. Sauf que encore une fois, en fait, l'Europe, sous couvert de sécurité, restreignent les libertés, au contraire des États-Unis qui, eux, ont préféré choisir une solution qui laisse libre choix aux citoyens de pouvoir gérer leur argent comme ils le souhaitent. Juste, je te coupe sur cette partie de la vidéo. Je fais gagner pour les 100 premiers abonnés, je vais faire gagner un giveaway. Donc ça veut dire qu'il faudra être abonné déjà sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram et être abonné à ma newsletter aussi. Et si tu remplis toutes ces conditions, tu pourras participer à un concours que je vais organiser quand j'aurai mes 100 premiers abonnés avec une récompense de 100 € pour ceux qui m'ont soutenu dès le début. Maintenant, revenons à l'euro numérique, parce que le point suivant est probablement le point le plus important de cette vidéo. Regardons le discours officiel de la BCE. La BCE, elle nous dit
3 choses principales. Premièrement, l'euro numérique ne remplacera pas le cash. Deuxièmement, il protégera votre vie privée. Troisièmement, il ne sera pas programmable. Le problème, ce n'est pas uniquement ce qu'elle dit. Le problème, c'est la définition qu'elle utilise. Pour la BCE, une monnaie programmable est une monnaie que tu ne peux utiliser que dans un objectif déterminé. Par exemple, un euro uniquement utilisable pour acheter de la nourriture, un euro qui expire dans 30 jours, un euro que tu ne peux dépenser qu'auprès de certains commerçants. Et elle nous dit que l'euro numérique ne fonctionnera pas comme ça. Mais juste après, elle explique qu'il pourra permettre des paiements conditionnels. Un paiement conditionnel, c'est un paiement qui est exécuté uniquement lorsqu'une condition est remplie. Par exemple, le commerçant est payé uniquement lorsque le colis est livré. Et donc, il est possible en fait que vous soyez bloqué sur certains paiements que vous voulez effectuer. Ça veut dire que sûrement, sur certains paiements, vous n'avez pas de KYC, le paiement sera refusé. Mauvaise zone géographique, paiement refusé. Par exemple, un produit non autorisé, ça veut dire que si vous voulez acheter quelque chose que vous voulez, mais qui n'est pas forcément autorisé, par exemple, je ne sais pas, au hasard, quelque chose qui n'est pas écologique, ça veut dire un voyage pas autorisé. Et aussi, un point qui pourrait être, pour relancer l'activité, un point, il pourrait mettre des dates valides aussi d'autorisation de paiement. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez de l'argent dessus, par exemple, une aide, et à ce moment-là, il pourrait bloquer justement ce montant-là en disant vous avez une date de validité pour relancer en fait l'économie. Et ça a déjà existé dans certains pays. Ça veut dire que par exemple les Chinois, ça a été lancé en Europe et en Chine. Donc ça a déjà existé en fait qu'il y ait des délais qui soient fixés pour utiliser des fonds qui étaient donnés par exemple par l'État. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est aussi que la capacité de programmation, elle existe. Ça veut dire qu'à partir du moment où cette monnaie-là, elle sera lancée, la limite, elle sera politique, elle ne sera pas technique. Ça veut dire que si, par exemple, on est amené à avoir un gouvernement européen qui est encore plus restrictif que ce qui est déjà le cas aujourd'hui, ça pourrait changer encore les règles par rapport à cette monnaie. Et rapidement, j'aimerais faire un parallèle aussi entre les mécaniques politiques qui sont utilisées. Ça veut dire qu'en 2021, là, je vous donne l'exemple par rapport à une loi qui est passée qui s'appelait Chat Control et qui s'appelle Chat Control. C'est qu'en 2021, il y avait une dérogation et puis en fait, cette dérogation-là, elle a été prolongée. Et en fait, maintenant, en 2026, elle a été réintroduite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une loi liberticide. Je ne vais pas vous expliquer en détail en quoi elle consiste. Je vous laisse regarder et je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse. Par contre, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe a décidé de changer les règles qui étaient mises en place et qui nous dit que ça ne va pas se passer de la même façon pour l'euro numérique. Ça veut dire qu'il nous dit que il va y avoir une adoption claire, on va dire, on va mettre des règles en place et au fur et à mesure du temps, ces règles, elles vont contraindre encore plus la population. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc aujourd'hui, pour cette monnaie numérique, il y a 5 risques majeurs qui sont éventuels. Je ne dis pas qu'ils vont être mis en place, mais comme je vous ai dit, avec chaque contrôle, les règles du jeu peuvent encore changer. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc premièrement, il y a la surveillance financière. Donc évidemment, on sait que quand on paye avec sa banque, on est surveillé. Avec du cash, il n'y a personne qui valide quand on veut pouvoir dépenser son argent quelque part. Donc là, ça sera pareil. Ça, c'est le premier risque. Même si aujourd'hui, ils disent que ce n'est pas le cas et qu'il n'y aura pas de surveillance, ça peut quand même arriver. Donc c'est un point à prendre en compte. Après, il y a la programmabilité et l'expiration. Donc ça, c'est 2 points qui sont hyper importants. Donc déjà, le risque, c'est que ça soit que l'argent, au bout d'un moment, sera daté. Donc ça veut dire que vous avez des fonds, par exemple, une aide de 1 000 €, elle sera seulement valable 3 mois. Ou par exemple, vous avez payé un surplus d'impôts, vous récupérez vos impôts, c'est de l'argent qui doit être utilisé pour, dans le mois à venir ou dans les 2 mois à venir. Après, l'objectif affiché, il est aussi parfois de relancer l'économie. On sait que parfois, en fonction de l'économie, il y a des personnes qui dépensent moins, il y a des personnes qui dépensent plus. Et donc ça pourrait être une raison pour laquelle ils utilisent ces techniques-là. Et après aussi, le risque, c'est que tu vas plus pouvoir décider quand tu vas vouloir l'utiliser. Donc ça, c'est un point aussi à prendre en compte.
Après, l'argent, il pourrait être fléché aussi, ça veut dire utilisable uniquement pour acheter certains produits. Ça veut dire uniquement de l'alimentation, l'énergie, du logement, du transport. Et ben, la décision, elle sera intégrée au paiement par rapport à certains produits. Donc ça pourrait être un risque aussi qui arrivera dans le futur. Ça, pour moi, c'est les 2 points, les plus importants parce que là, on touche quand même à une souveraineté au niveau des dépenses qu'on veut effectuer dans notre vie perso. Donc ça, un point à prendre en compte. Après, il y a le crédit social aussi. Donc le crédit social et écologique, par exemple. Je vous donne l'exemple, quelqu'un qui n'a pas respecté la loi, l'argent qui est disponible sera plus, sera plus tout simplement utilisable. Ils ont pas besoin de supprimer ton argent. De toute façon, c'est relié à ton compte. Donc crédit social, ça pourrait être quelqu'un qui n'a pas respecté la loi, qui a plus droit à son argent. Et par exemple, écologique, ça, bah, avec ce qui est le cas aujourd'hui en Europe, hein, on sait qu'il y a une forte évolution de la doctrine écologique et on sait que c'est souvent sous couvert, comme par exemple les taxes. Voilà, ils font des taxes écologiques. Donc, ça pourrait aussi être le cas, bah, l'argent disponible, hein, on pourrait vous dire, ben, vous avez trop consommé, vous ne pouvez plus partir en vacances parce que justement, vous avez dépassé votre quota carbone, taxe carbone, voilà. Ça, c'est aussi envisageable. Après, il y a la restriction géographique. Donc ça, j'ai du mal à croire que les autres pays hors Europe vont accepter de se faire payer avec ça. Mais bon, dans tous les cas, aujourd'hui, si c'est déjà appliqué à la zone européenne, ben, ça sera déjà une contrainte parce que dans tous les autres pays, ben, il n'y a pas forcément la même évolution. Ce sont quand même des pays qui payent plus en cash, par exemple, ben, comme l'Allemagne, qui payent, eux, ils sont plus habitués à payer en cash plutôt que par carte bancaire. Donc, dites-vous que l'euro numérique, ça risque d'être compliqué encore plus. Et après, ben, il y a déjà là actuellement des limites de plafond pour quand on veut travailler par exemple avec un artisan ou un professionnel, il y a déjà une limite aujourd'hui de 1 000 euros. Et donc ça, la contrainte risque encore d'évoluer avec des sommes inférieures à 1 000 euros. Je vous donne l'exemple aujourd'hui, quelqu'un qui veut payer un acompte, par exemple par 1 200 euros en cash, il n'a plus la possibilité. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc les 5 risques qui sont logiques, donc la surveillance des paiements, la programmation et l'expiration, le conditionnement social ou écologique, les restrictions géographiques et la disparition des alternatives. Je te laisse cliquer en description pour obtenir ton plan de souveraineté patrimoniale. Donc, il y aura en fait 12 points qui te permettront de vérifier ta dépendance aux banques, à l'euro, aux intermédiaires et à une seule juridiction. Et en fait, par rapport à ça, il y aura chaque solution avec ses avantages et ses limites. Donc, les 5 leviers légaux justement pour se protéger de cet euro numérique qui va arriver. Donc, premièrement, il y a le cash. Le cash, je ne vais pas vous en parler en détail. Tout le monde connaît le principe du cash, hein. Après, à prendre en compte quand même, si on a trop de cash, ben, le problème, c'est l'inflation. Donc, et il y a aussi des risques au niveau de te les faire voler, tout simplement, et qu'ils soient détruits, par exemple, s'il y a un feu dans votre maison ou quoi. Mais il y a quand même des gros avantages d'avoir du cash. C'est déjà, ben, s'il y a des problèmes au niveau bancaire, vous avez la possibilité justement de vous protéger de ça. Et vous avez une résilience immédiate sans intermédiaire. Donc ça, c'est un point qui est hyper avantageux sur le cash. Après, il y a aussi les comptes internationaux, donc avec les différentes devises. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui pensent qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des comptes internationaux. Ça, c'est un point qui est faux en fait. Vous avez le droit de détenir des comptes internationaux. C'est juste ce qui est le point le plus important, c'est qu'il faut les déclarer. Parce que si vous ne les déclarez pas, ben, vous êtes en inégalité. Donc ça, c'est un point aussi à prendre en compte. Après, il y a les cryptos hors exchange. Donc, je tiens bien à insister sur le hors exchange. C'est important. Euh, le mot-clé, c'est la conservation. Donc, tout va dépendre de la façon dont vous allez conserver vos crypto-monnaies. Aujourd'hui, sur les plateformes, tu vas dépendre d'une plateforme. Tu as des risques de blocage, de panne, de faillite, avec toutes les faillites qui ont existé. Le portefeuille, ben, le portefeuille personnel, ben, lui, il te permet d'avoir ben, tes cryptos en self-custody, ça veut dire que tu les détiennes toi-même.
Mais après, ta responsabilité, elle augmente. Ça veut dire que si tu perds ta clé, tu perds tes fonds. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les choses correctement. Les actifs, c'est volatile, il n'y a aucune garantie. Ça veut dire que ben, forcément, il y a des fluctuations sur n'importe quelle crypto-monnaie sur laquelle tu vas investir. Même sur les stablecoins, il y a eu des faillites de stablecoins. Après, aujourd'hui, les stablecoins sont beaucoup plus résilients, mais c'est aussi à prendre en compte. Et après, il y a les blockchains publiques, ben, n'empêche, il y a quand même euh, des transactions, elles sont quand même analysables. Donc, ce n'est pas un anonymat à 100%, à part pour certaines crypto-monnaies. Ça, je ne rentrerai pas en détail sur cette vidéo-là. Après, il y a les métaux précieux aussi, les actifs physiques. Donc, ça veut dire que moi, je ne suis pas fan hein, d'or et d'argent, mais il y a les métaux précieux, donc ça veut dire or, argent par exemple. Ça permet de pouvoir stocker en fait de la valeur. Après, aujourd'hui en France, si vous achetez l'or, vous êtes tout de suite fiché. Donc ça, après, il reste que des pays à proximité de la France où on a la possibilité d'acheter de l'or en cash. C'est quelque chose qui est possible, ça aussi. Mais c'est à prendre en compte. Et après, pour les actifs physiques, ben, il y a tout ce qui est montres, voitures et tout ça. Là, il faut être connaisseur et c'est aussi à prendre en compte que, il y a toujours un risque à la revente en fonction des fluctuations. Ben, ça, c'est un point qui reste compliqué sur les actifs physiques si on ne s'y connaît pas. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo-là non plus, parce que ça reste pour les personnes qui sont dans mon accompagnement. Mais c'est aussi un point à prendre en compte. Après, il y a les actions et les ETF. Donc ça, évidemment, c'est des contrats. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous prendre des contrats que vous avez. Après, faut-il encore détenir à vous-même en fait les actions, qu'elles soient à votre nom. Donc ça, c'est à voir en fonction du courtier avec lequel vous travaillez. C'est un point à prendre en compte. Ça, c'est aussi réservé aux personnes qui sont dans mon accompagnement. La logique à retenir de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas dépendre d'aucun point unique. Ça veut dire qu'il ne faut pas dépendre de points techniques, d'un point monétaire ou d'un point géographique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas dépendre d'une souveraineté technique. Donc, il ne faut pas dépendre d'un seul système ou d'un moyen de paiement. Il ne faut pas dépendre d'une souveraineté monétaire. Donc, il ne faut pas dépendre d'une seule devise ou d'un seul actif. Et le troisième point, la partie géographique, il ne faut pas dépendre d'une seule souveraineté géographique, donc de ne pas dépendre d'une seule banque et d'un seul pays. Si tu veux aller plus loin, je te laisse prendre rendez-vous avec moi sur le deuxième lien en description. Ça nous permettra d'avoir un appel de diagnostic. Et l'objectif, ça sera d'en savoir un peu plus sur ta situation, tes objectifs, et de te mettre un plan d'action avec un coaching financier et pouvoir intégrer Résilience Patrimonial Club, le club d'investisseurs que j'ai créé. Je te dis à la prochaine et je te dis à très vite de l'autre côté.